côté à part, en fait on a deux, voilà, pour l'instant je vais faire comme ça, Cérès, qui sont des octaves qui permettent d'aboutir à, alors, le Vulcain, que je dessine comme ça. J'ai vu le V avec une petite roue en dessous, mais je préfère appeler Varuna avec le V parce que Vulcain, voilà. Et puis Proserpine, que je dessine. Genre un petit smile avec une flèche. Oui, Mr. Smile, vous connaissez là. Vous mettez deux yeux là, vous avez Mr. Smile et il y a une flèche. Donc c'est pas. C'est-à-dire, il y a une action, forte. Donc c'est pas si gentil que ça, comme Proserpine, mais c'est du pur féminin, quoi. Donc, on pourrait presque dire qu'il y a une action masculine chironienne qui va engendrer une valeur féminine très profonde, et qu'il y a une action féminine cérétienne qui va engendrer une valeur masculine très profonde. Donc, voilà pourquoi j'ai hésité à dire féminin masculin. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Alors, j'explicite en vous donnant les exemples. Quand on prend l'article de Yves Michel, je reprends, il nous raconte l'émergence des valeurs féminines, l'émergence aussi des droits de l'homme, de l'animal, de l'enfant également, et l'émergence du droit de la Terre, de la planète, c'est-à-dire de la bio, qu'on avait appelé la dernière fois, la biosphère, quoi, vue comme quelque chose qui va engendrer la noosphère. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, l'idée, c'est que cette biosphère aurait des droits aussi. Hein, le droit à la vie, le droit au respect de la vie biologique, tout ça vient par ces valeurs de l'écologie également. Alors, il va y avoir, je vais essayer d'expliquer un petit peu ça en détail, historique. Cérès est découvert en 1800. C'est une planète qui est tellement petite que la plupart des astronautes ne l'introduisent pas dans leurs calculs. On se dit, c'est pas une planète, c'est un astéroïde, c'est trop petit, ça n'a même pas une forme ronde. On pourrait dire que la forme ronde est maintenant admise par les astronomes, dernièrement comme étant vraiment une des définitions de la planète, c'est pas la seule, mais c'est l'une des définitions, la forme sphérique. Et donc, ça n'a pas une forme tout à fait sphérique, Cérès. C'est assez petit, c'est un peu plus petit que la Lune, mais beaucoup plus loin que la Lune de la Terre, donc ça n'a pas une grosse importance. En 1800, quand c'est découvert, on en trouve 4 autres derrière, hein, Pallas, Junon, Vesta, le cinquième, je ne me rappelle plus, en fait, il y a Psyché, non mais c'est pas Psyché. Il n'y en a eu que 4. Il n'y en a eu que 4, c'est ça. Le cinquième est arrivé plusieurs... 20 ans après. C'est-à-dire qu'il y a eu un trou environ d'une vingtaine d'années entre les premières découvertes dans les années 1800 à 1805, un gros trou, puis après on en a retrouvé d'autres, et alors après ça n'a plus arrêté, il y en a eu des milliers d'autres. Donc ce qui est intéressant, c'est que Cérès semble annoncer, moi c'est comme ça que je définis, c'est le maître d'une famille, une famille qui va sembler, alors pour certains optimistes, ça serait les restes d'une planète éclatée entre Mars et Jupiter. Est-ce que c'est une planète éclatée, ou au contraire une planète qui n'a pas réussi à s'agréger? Les théories sont assez diverses, et on n'est pas sûr que ce soit fini. Par alternance, tous les 10 ans, il y en a qui nous disent on a la preuve maintenant que c'est une planète éclatée, et 10 ans après, on dit non, on a la preuve maintenant, c'est une planète qui n'a pas réussi à s'agréger. Il est possible que, vu que les tenants des deux théories ne sont pas vraiment mis d'accord, même si la théorie du manque d'agrégation, c'est-à-dire de morceaux qui ne seraient pas encore agrégés, est actuellement dominante, on n'en est absolument pas sûr. On a plusieurs preuves donc la vérité est entre les deux, à mon avis. Hein. Il y avait peut-être 2 trucs à ce moment-là, enfin, donc c'est assez complexe. Bref, peu importe la réalité astronomique de tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre à ce moment-là un nouveau champ. C'était plus après avoir découvert Uranus en 1780, donc on découvre, et on n'en fait pas une planète. Neptune, on va en faire une planète parce que c'est une planète, mais il est découvert beaucoup plus tard, mais au début de ce 19e siècle, on estime que c'est pas une planète, on la laisse tomber. Or, quand on arrive au début du XXe siècle, on commence à voir les méfaits justement de l'agriculture qui devient de plus en plus chimique, ça s'accélère donc après la Deuxième Guerre mondiale, et là, il y a vraiment la nécessité de voir comment on peut faire de l'agriculture non chimique. Or, Cérès est pris en charge par très peu d'astrologues à l'époque. Oui, ce sont des exceptions au monde astrologique, parce que, on voit, puisqu'il y a des milliers de corps, il serait absurde de le faire entrer dans un thème. Pardon, excusez-moi. Il serait absurde de le faire entrer dans un thème, parce qu'on se retrouve avec tellement de points dans le thème qu'on ne pourrait plus faire l'interprétation valable. Ou on dirait du n'importe quoi. Ce serait un tel sanigondique, on pourrait dire n'importe quoi. Ça deviendrait, au lieu d'être un thème avec une approche méthodologie scientifique d'interprétation,
enfin que moi je recommande, hein, beaucoup d'astrologues ne l'ont pas, mais disons, moi j'ai une méthodologie scientifique pour l'interprétation avec un petit B plus C, avec des comptages, tout ça qui permet vraiment de savoir ce qu'on fait et d'arriver à des, même si on n'a aucune intuition, aucune voyance et qu'on ne connaît pas la personne qui est à distance, d'avoir un discours qui va être complètement cohérent. Donc, si on a cette méthodologie scientifique, comment on fait? Déjà que c'est pas facile, si on a des milliers de corps, c'est impossible. Donc, hop, passe à la trappe. C'est logique, ça paraissait logique. Et puis en 1977, on a la découverte de Kiron. Un autre astéroïde, alors lui, qui n'a rien à voir avec celui-là, et qui lui commence une autre famille, on pourrait dire. Il commence une autre famille de corps célestes, puisqu'il est entre Saturne et Uranus, il a l'orbite très oblique, tantôt il rentre dans l'orbite de Saturne, alors traduction interprétative astrologique, il rentre dans l'orbite de Saturne, donc il va s'intéresser à notre comportement, je dirais, abouti, notre comportement structuré, à ce qui en nous fait un moi bien structuré. Il va s'intéresser à ça. Mais il s'échappe ensuite à l'autre bout de l'ellipse dans la sphère, dans l'orbite sphérique, donc d'Uranus. Uranus qui nous parle de l'au-delà du moi, c'est-à-dire qui nous parle finalement, c'est la première planète Uranus qui crée le processus d'éveil à l'âme. Je ne dis pas l'éveil, hein. L'éveil c'est un stade bien supérieur, dans l'éveil dont parle le bouddhisme. Non, je parle de l'éveil de l'âme, c'est-à-dire la prise de conscience que je ne suis pas un amalgame de structures conditionnées, ou un amalgame de mes histoires. Hein. Mes histoires qui me sont arrivées me font moi, et me fabriquent moi. C'est-à-dire que je ne suis pas le résultat de ce que je pense, quoi. Il y a quelque chose d'autre derrière qui peut émerger, qui est puissant, qui origine toute ma créativité, qui origine beaucoup de mes refus aussi, de mes nouvelles directionnalités, hein, c'est Uranus. Et malheureusement, Uranus est très très mal pris en charge par l'humain en général, parce qu'on ne sait pas écouter l'âme. Donc, on entend une impulsion, on croit que c'est une mission, on pense que c'est quelque chose de grandiose, soit qui nous appelle, et puis le caractère humain reprenant ses droits, notre histoire souffrante, vérifiant si on est bien en sécurité avec ça, on va en faire un truc, un machin, qu'on va imposer aux autres. Je rappelle que Napoléon, Hitler, tout ça étaient vraiment des Uraniens. Donc Uranus n'est pas du tout une garantie d'équilibre mental, je dirais. Il peut nous mener tellement hors de nous-mêmes, justement, qu'il peut nous faire sortir carrément d'un équilibre, tout bêtement, d'un équilibre personnel. Donc, attention aux Uraniens. On en voit beaucoup dans ceux qui... moi j'en fais partie, mais j'ai d'autres planètes heureusement qui rééquilibrent, avec Neptune et tout ça, mais on en voit beaucoup qui font des stages, des conférences très très brillantes. L'Uranien peut être assez brillant quand il parle, assez érudit, mais le problème c'est que si ça ne permet pas de faire du bien aux gens, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire du bien, non pas faire du bien au sens ah les globes ça me fait du bien par où ça passe, ça m'aide à digérer, mais faire du bien au sens que la personne va repartir avec quelque chose d'utile et va pouvoir travailler sur sa propre vie. Voilà. Donc voilà, l'Uranien évolué donc crée un processus qui éveille les autres, qui les réveille à ce qu'ils pourraient devenir, on a utilisé dans l'école des Haleines le mot potentiel, le potentiel humain. On réveille le potentiel humain. C'est-à-dire, on fait d'une personne qui se croit limitée à ses peurs, à ses angoisses, à ses conditionnements, on en fait quelqu'un qui commence à explorer réellement, activement, intellectuellement, émotionnellement et activement, les potentiels qu'elle ignorait en elle, et qui commence à les mettre en place et les rendre vivants. Donc l'Uranien est potentiellement lui aussi capable de ça. Les gens qui sont des bons thérapeutes sont forcément souvent uraniens. Bon, il faut d'autres valeurs pour être thérapeute, en particulier des valeurs d'écoute neptunienne, féminine, pour contrebalancer. Parce que Uranus est hyper masculin. Il tranche dans le connu. C'est le livre que je recommande toujours pour commencer à comprendre tout ça, c'est Se libérer du connu de Krishnamurti, que c'est une espèce de vademecum que je donne aux gens dès le départ, avant de commencer à connaître les autres bouquins de Krishnamurti, qui est une espèce d'entrée en matière, et Se libérer du connu, ce titre-là, en lui-même, c'est Uranus. Ça veut dire que tout peut commencer pour l'être humain si on se libère de ce que l'on croit connaître. Parce qu'en fait, on ne sait rien, mais on croit connaître. Donc, alors, Chiron est donc cette interface, comme il fait le trajet entre la sphère saturnienne et la sphère uranienne, il fait un pont. Et ce pont fait qu'il va faire l'aller-retour sans cesse. Tantôt, il ramène des données concrètes saturniennes en disant « Ah oui, mais la réalité, c'est ça. Le principe de la réalité, c'est ça. Comment on peut faire pour se libérer de ça ?» Il va essayer de monter vers Uranus. Tantôt, il fait l'inverse, il revient d'Uranus. C'était vachement bien ton discours, mais personne n'a rien compris.
Toi, tu es vachement content de toi parce que tu as abordé des sujets extraordinaires, mais les gens n'ont pas suivi. Donc tu reviens à Saturne, tu reviens à t'intéresser à ce qui se passe dans le vécu des gens. Donc, et cet aller-retour-là, les thérapeutes diraient l'aller-retour entre théorie et pratique, par exemple. Cet aller-retour-là, c'est Chiron. Alors évidemment, Chiron va avoir on dit qui, chez les Américains, qui veut dire clé, hein, qui est qui, A-E-Y, qui. Oui, c'est pas ça, qui, il faut dire. Ouais. Donc, il a la forme d'une clé, un petit peu là. Vous voyez, c'est le pommeau de la clé, là, puis il y a le qui aussi. Ouais. Oui, il y a le qui aussi, mais c'est pas celui que je parle. Ça commence par un K aussi. Beaucoup de mots qui commencent par un K, chez les Égyptiens, le K, c'était l'âme. Donc, c'est pas un hasard, vous cherchez, vous amuserez avec la lettre K, il y a un rapport avec quelque chose qui peut justement casser, comme un coup de karaté, qui peut casser certaines limites pour justement déboucher sur un rapport à l'âme. Hein, mais qui peut être aussi cassant. Moi, dans mon prénom, j'ai un K au milieu, j'ai acquis. Ça peut être ou cassant ou révélateur. C'est-à-dire ça peut révéler des choses. Si on casse simplement le moule, les peurs et tout ça, ça peut faire quelque chose de thérapeutique aussi, ou ça peut être quelque chose un peu excessif. J'ai mis deux. Donc voilà, donc Chiron fait cet aller-retour entre Saturne et Uranus. Donc, à la même époque qu'on découvre Chiron à son, comme par hasard, on découvre que Pluton est petit, beaucoup plus petit qu'on croyait, parce qu'au télescope on avait vu un gros truc nébuleux, et avec un télescope, le radiotélescope plus précis, on s'aperçoit que le gros truc nébuleux, c'était deux petits trucs qui tournaient l'un autour de l'autre, avec un aura radioélectrique, et que du coup Pluton est environ 4 fois plus petit qu'on l'avait cru. Or, on l'avait intégré comme une planète alors qu'il était très très loin. Du coup, on commence à réfléchir, on se dit, mais alors, il y a un truc tout près là qui semble agir, il y a beaucoup d'Américains qui commencent à introduire ça dans les thèmes. L'Amérique est un pays extraordinairement chironien. C'est un pays qui est souvent en avance, qui propose des clés, toutes les nouvelles thérapies des États-Unis, il y a l'idée de toujours essayer de proposer la nouvelle solution avant les autres. Hein. Donc, beaucoup d'astrologues américains commencent à intégrer Chiron. Et c'est là qu'on va avoir curieusement, historiquement, le retour des astéroïdes. Pourquoi? Le raisonnement est simple. On intègre Chiron dans les thèmes, on s'aperçoit qu'il fonctionne. Au même moment, l'univers nous fait le cadeau de nous dire, regardez Pluton, il est tout petit. Et pourtant, ça fait à peu près donc 30 ans qu'on l'utilise, il donne des résultats extraordinaires. Or maintenant, il faudrait l'enlever. Les astrologues, ils ne veulent pas le lâcher, Pluton, puisqu'il donne des résultats extraordinaires dans la consultation et tout ça. Il permet d'analyser des choses. Avec aucun autre outil, on peut le faire aussi précisément. Donc, les astrologues ne peuvent pas lâcher un outil qui donne de bons résultats. Si on pouvait faire autrement en le lâchant, pourquoi pas, mais en le lâchant, on perd de la qualité. Donc, alors ça veut dire qu'un objet tout petit, même très très loin, peut agir aussi puissamment. C'était ce que faisait Pluton depuis 30 ans sans nous dire qu'il était petit. Donc il nous a trompés, quoi. Il nous a trompés pour nous obliger à aller justement vers quelque chose qui est une loi finalement non matérialiste des astres. Une loi qui arrête de prendre l'apparence pour la réalité. Sinon, les deux gros, il y a Jupiter et Saturne finalement. On peut même se réduire à un seul astre si on veut, ou le Soleil, qui serait largement suffisant. Voilà, et puis voilà, on fait de la saisonnologie. Mais alors, je dis pas qu'il ne faut pas en faire. L'astrologie est construite comme ça, par couches successives. On a vu d'abord le Soleil, puis la Lune, puis voilà, et puis petit à petit les planètes, puis après, on a bien construit les couches et les sous-couches comme ça, donc il faut respecter dans la structure cette structure-là. Mais l'idée qu'un objet si petit et grande puissance va courir dans le monde astrologique, on va commencer et on va retrouver les astéroïdes. Et là, on va étudier le premier, et on va s'apercevoir que le premier de la liste est extrêmement puissant dans les thèmes également. Il y a une découverte de Sant'Agostini qui étudiait depuis des années les thèmes d'enfants autistes sans aucun résultat. Des enfants autistes qui normalement, d'après la théorie de l'astrologie, quelque chose inscrit astrologiquement doit avoir une conséquence sur le plan anatomique, sur tous les plans. Il était bizarre que prenant une maladie comme l'autisme, on n'ait pas au moins un indice d'un karma, comme disent certains astrologues, ou en tout cas d'un handicap, comme pourrait dire d'autres, peu importe le mot utilisé, marquant le cerveau. Et si c'est pas marqué pour ces enfants-là, c'est que ça n'existe pas. Et on ne trouvait rien sur Mercure. Mercure, la pensée, on a essayé sur Uranus, sur plein de trucs, mais résultat. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les astrologues font des recherches statistiques, des recherches. Ils ne sont pas en train de dire « Ah, je pense que c'est ça, je projette là-dedans, puis je le dis très fort, tout le monde va le croire, et après,
c'est pas des conventions, hein, c'est pas des conventions collectives l'astrologie. C'est pas, on va décider que ça veut dire ça, et ça va comme le sens interdit. Le sens interdit, c'est une convention. On sait que s'il y a un sens interdit, ça veut dire qu'il ne faut pas passer par là. C'est une convention. Si vous montrez ça à un aborigène d'Australie, qui a, enfin, encore faut dire qu'il n'ait vu aucune route, mais enfin, ça n'existe plus maintenant. Mais quelqu'un à la forêt vierge, en Amazonie, on va dire, il ne va pas savoir, il va dire c'est rouge, il y a un truc blanc, voilà, ça représente peut-être un dieu blanc couché, un serpent peut-être dans un univers rouge, peut-être il peut faire des tas d'élaboration, mais il n'a jamais pensé que ça veut dire sens interdit. Donc on ne fonctionne pas comme ça en astrologie, ce n'est pas des conventions collectives ni mentales, on étudie un archétype, une énergie, en essayant de voir mais comment elle fonctionne, et puis on tâtonne. Alors certains se servent de la mythologie, mais c'est un piège, parce que la mythologie nous donne des informations sur ces archétypes qui ont déjà été découverts par des grands sages, mais ces archétypes sont plus ou moins faux, c'est-à-dire sont plus ou moins encore valables, il faut dire. On ne peut pas dire la même chose sur Jupiter maintenant qu'on disait à l'époque, les anciens Grecs, c'est idiot. Par contre, on peut s'appuyer sur ce qu'ils disaient, mais il faut aller plus loin. Donc, Chiron nous donne un aspect, Cérès nous donne un autre, et on va avoir comme ça, à peu près dans les années 70-80, la découverte d'un dipôle que certains astrologues vont introduire comme étant deux maîtres de deux familles différentes. La famille des astéroïdes entre Mars et Jupiter, Cérès. C'est suffisant de prendre, avant d'étudier tous les autres, d'étudier que celui-là, parce que ça va prendre déjà un certain temps. Et Chiron, qui est la famille de tous ceux qui sont un peu au-delà de Saturne. Et là, on en a trouvé beaucoup. Il y a Isis, il y a Phoebus, etc. Et je ne parle pas après des transplutoniennes, qui sont encore une autre famille, une troisième famille qui vient d'arriver. Voilà. Donc, ces petits points vont avoir une importance extrême pour le changement de civilisation. Pourquoi? L'un nous parle justement. Alors, je vais essayer d'expliquer avec mon schéma. Il parle de l'importance du petit, justement. Il parle de l'importance, c'est une planète presque féminine, on pourrait dire c'est faire le ménage, c'est l'écologie, c'est la diététique, c'est faire attention à ce qui est petit. Hein, les produits chimiques, c'est tout petit, ça ne se voit pas. Regardez une carotte chimique, une carotte non chimique, vous voyez rien du tout, c'est microscopique. Les obsessifs, ils sont... Oui, mais ils sont cérésiens, mal aspectés, souvent les gens obsessionnels, les gens qui ont des manies, on va dire, des manies d'ordre, de rangement. Tout ce qui est ordre-rangement, ça fait partie de cette fonction qui est une fonction nécessaire, qui est mettre de l'ordre dans tout ça. Alors évidemment, cette irruption de Cérès a impliqué, obligé l'astrologue à mettre de l'ordre dans l'astrologie aussi. Il fallait mettre de l'ordre dans tout, y compris en astrologie. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, qui ont introduit les astéroïdes en masse, et qui sont restés dans une mentalité féminine archaïque, c'est-à-dire, je vais me servir de tout, je vais jongler avec tous les astéroïdes, et puis je vais bien sentir ce qui me parle, comme si on jouait au tarot. Cette carte-là, bon. On dirait à ces gens-là, allez faire du tarot, la tarologie, c'est très louable en soi, mais ne faites pas l'astrologie par pitié, parce qu'après on croit que c'est ça. C'est pas du tout ça. Donc il faut introduire forcément un ordre, parce que si vous voulez revenir vers Cérès, si vous voulez revenir vers l'utilisation de tous ces petits points, si vous ne mettez pas d'ordre dans la structure, c'est foutu. Vous avez trop d'éléments, vous êtes envahi par les éléments, et vous vous retrouvez sur une avalanche de billes qui sont des petits points, tous des petites planètes. Et comme si on avait déversé une bête, vous avez un camion, oh ben il y a introduit l'astéroïde, donc on ouvre là, clac, et là il n'y a plus d'astrologie. Donc c'est ce qui peut apparaître. Donc il faut restructurer complètement l'astrologie et la guérir de ses défauts, de son manque, je dirais, de connexion entre la tradition, Saturne, et Uranus, l'invention, la découverte. Si vous ne faites pas la guérison du rapport entre tradition et modernité, si ce rapport entre tradition et modernité est conflictuel, ou il est exclusif, c'est-à-dire qu'il y a de la tradition qui compte, la modernité, c'est regardez tous ces jeunes avec leur... c'est à cause de ça qu'on a la guerre de la violence, tout ça. Voilà, le traditionnel, on connaît tous des vieilles personnes qui sont comme ça, là, à mon temps c'était pas comme ça. Et puis le moderne, qui est celui qui introduit de nouvelles choses et qui pense que si c'est nouveau, c'est forcément bon. Hein, actuellement, c'est pas mal ça dans la tête de beaucoup de gens. Hein. Si c'est nouveau, c'est que c'est bon. C'est ancien, oh ben ça ne m'intéresse plus. Avec les conférences, ça fait souvent ça. Donc, l'idée de Chiron, c'est de dire non, il faut réintroduire ce dialogue entre ce qui est structuré et traditionnel, ce qui est élaboré sur une structure déjà existante, et puis les informations nouvelles. Et on ne faut pas, entre guillemets, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire on ne peut pas rejeter totalement l'ancien à partir de ce qui vient de nouveau. On ne peut que, à partir de ce qui est nouveau, voir comment on doit reprendre l'ancien pour le rendre pérenne. Non pas rendre l'ancien pérenne, mais rendre la nouvelle donne pérenne. C'est-à-dire qu'il y a un croisement à faire entre deux niveaux.
Donc là aussi c'est un mariage alchimique, mais non plus entre le féminin et le masculin, mais je dirais entre le haut et le bas. Alors évidemment, ce rééquilibrage va être la clé de toutes les thérapies qui apparaissent dans ces années-là. Donc tous les techniques de développement personnel apparaissent curieusement dans ces années-là. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? C'est ce point, voilà. C'est ce point de relation entre je dirais, la nécessité de se développer soi-même pour être un meilleur citoyen. À l'origine, c'était ça. Je ne dis pas que c'est encore ça maintenant, mais c'était ça à l'origine. Voilà. Alors, je vais un peu sauter tout ce qu'il dit sur le rapport à l'écologie de Michel, mais c'était juste pour introduire. Alors, je vais analyser le premier schéma, parce qu'il nous introduit justement dans ce monde du petit. On va voir la macroéconomie d'un côté, la microéconomie de l'autre. Je vais remonter le micro. Parce que j'ai tout dit là-dessus. Voilà. Donc, oui, alors, on va reprendre. Donc, il va falloir, et je vais dire sur Chiron qu'il y a deux urgences actuellement qui sont très très chironiennes, qui est une urgence du rapport de l'humanité à la planète Terre qu'il faut soigner, et l'autre rapport qu'il faut soigner, c'est le rapport des humains entre eux. C'est donc le double soin qu'il faut faire autour de Chiron, il est les humains entre eux et l'humanité en tant que collectivité et la Terre. D'accord ? Ça c'est clair, c'est les deux urgences actuelles, le défi devant lequel on est actuellement. L'insurrection des consciences dont parle Pierre Rabhi, il est là. Donc, il y a un autre bouquin intéressant d'ailleurs qui est sorti, qui, malgré son titre qui paraît être communisto, anarcho, je sais plus quoi, extrémiste, ne l'est pas du tout, qui est assez intéressant, c'est Hervé Kempf qui dit comment les riches détruisent la planète. Le titre a l'air un peu... Voilà, mais il est Hervé Kempf. Comment les riches détruisent la planète. C'est un bouquin qui pose des vraies questions. Kempf, avec un K, tiens, comme par hasard. K-E-M-P-F. Comme Kafka. Comme Kant, comme Kierkegaard. des cas qui sont des clés. Voilà. Donc, alors, voilà. Rapport entre modèle néolibéral et le risque, je n'arrive pas à le lire. J'essaie de le lire. Rapport entre le modèle néolibéral d'après 81, c'est-à-dire, oui, c'est ça, Reagan, les USA, la Grande-Bretagne, tout ça, et le risque, je n'arrive pas à me relire, il faut que je prenne mes lunettes. Je ne sais même plus ce que j'ai marqué. J'ai tout enrelié avant pour essayer de pas... Ah, mais c'est par rapport à la survie des espèces, voilà, dans l'espèce humaine. Voilà, donc ça résume, c'est bon, on l'a dit. Alors, on va essayer de voir justement le rapport entre Proserpine, cette planète qu'introduit Chiron, et Pluton. En fait, quand on dessine le grand mandala avec l'est ici, l'ouest ici, le sud ici et le nord au fond, c'est l'inverse des cartes routières. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous mettez une carte routière à l'envers, vous avez le sud en haut. Et ça, c'est le mandala de base que j'utilise à chaque fois. Pourquoi? Parce que ce mandala de base, il est exactement lié à la roue de médecine des anciens Amérindiens. Et c'est une orientation de l'homme dans l'espace. Hein. Le zodiaque est une orientation de l'homme, je dirais, dans les énergies. Il est une orientation de l'homme dans le temps, qui est la découverte successive des planètes, qui montre le progrès, qui permet chaque découverte de planète instituant un nouvel champ d'exploration pour l'humanité. Pas forcément un progrès, mais un nouveau champ d'exploration qui va engendrer des progrès. Le progrès, ça veut dire quoi? Un progrès dans un sens qui va faire du bien dans un sens, on va avoir, on le sait, des inconvénients dans l'autre sens. Donc, simplement, champ d'exploration successif, qui engendre en profondeur, effectivement, un progrès très très lent, et en surface beaucoup d'ennui. Et puis, il y a un quatrième champ d'évolution, qui est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la montée de l'ordre de la semaine, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Donc ça c'est sur le plan énergétique. Donc vous avez 4 mandalas, en fait, fondamentaux. Enfin, moi, dans ma technique d'astrologie, j'utilise ces 4 mandalas à la fois. Parce que si on ne comprend pas ces 4 mandalas, qui sont un pour le feu, un pour la terre, un pour l'air et pour l'eau, on ne peut pas comprendre comment restructurer l'astrologie. C'est impossible. On a un fatras, et soit il faut tout simplifier, à ce moment-là on revient en arrière, parce que au contraire, les découvertes astronomiques s'accélèrent, soit on plonge dans ce fatras sans structure organisée, et c'est comme si on se mettait en contact avec des énergies supérieures, sans colonne vertébrale, sans travail, sans yoga, je dirais préparatoire, sans nourriture adaptée, sans système énergétique qui peut digérer ça. Donc on est vraiment dans une espèce d'urgence au niveau de l'humanité, pareil. La nouveauté arrive à fond, que ce soit des nouvelles découvertes scientifiques, astronomiques, que ce soit des nouveaux modes de vie qui apparaissent, qui sont presque pas humains des fois, qui sont dans l'ordre du virtuel et tout ça.
Et les gens sont en train tous de crever d'indigestion. Il y en a qui crèvent d'indigestion devant Internet, des indigestions cérébrales. Il y a un nombre de thérapies actuellement chez les psychiatres et les psychanalystes de gens qui sont malades de l'ordinateur, qui ont arrêté d'être en contact avec l'humain, de frotter la peau les uns contre les autres, d'aimer, de rire, d'être avec les gens, quoi, d'être dans des choses humaines. Ils ont arrêté ça parce qu'ils ont la même chose dans le monde virtuel, quoi. Entre guillemets, la même chose, hein. Je fais comme des seins, mais... Alors justement, évidemment, comme l'être humain ne vit pas que dans sa tête, il vit aussi dans son corps et dans des ressentis, c'est plus qu'une tête, quoi. C'est plus qu'une tête qui, devant l'ordinateur, un écran, 2 écrans, une paire d'écrans, puis c'est tout. Et ça devient dramatique. Donc là, on va montrer un petit peu comment fonctionne l'économie. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est l'économie. C'est-à-dire une économie qui serait reliée à l'homme. C'est un jeu de mots entre l'écologie et puis l'économie. Et qui serait le croisement, non pas rejeter l'économie pour faire que de l'écologie, parce que ça voudrait dire qu'on se décolle de la Terre. Saturne, l'économie, c'est le fait que chacun veut avoir de quoi manger et qu'il est prêt des fois à se battre pour avoir de quoi nourrir sa famille, même s'il doit prendre avec quelqu'un d'autre. Le rapport économique des êtres humains se résume malheureusement très souvent à ça. Si j'arrive à choper de quoi manger, même si c'est au détriment d'autrui, alors, et même quand c'est pas pour manger, on le voit très bien avec ceux qui partent avec les parachutes dorés. Il faut absolument que je construise ma 2e piscine, que je finisse le chantier de mon 3e voilà, terrain d'atterrissage pour mon 5e jet privé, etc. On peut toujours avoir des besoins à réinventer d'autres. Donc cette avidité, elle peut exister, cette avidité qui est sur le plan économique, elle peut exister aussi sur le plan mental. C'est-à-dire on peut avoir la même avidité, ah je veux ce livre-là, je veux avoir le ci, je veux avoir le ça, j'engrange, je remplis, et ça ne sert à rien. Donc, l'écologie, c'est qu'est-ce qui est vraiment utile globalement à la survie de moi en tant qu'être biologique, de manière à pouvoir faire ce chemin d'évolution. C'est-à-dire qu'est-ce qui est, le mot a été abondamment dit, mais on comprend même plus tellement il était durable. Qu'est-ce qui est durable? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que si je le transmets à mes enfants et mes petits-enfants, ben ça fonctionnera encore. Les Aléopites disent que si ton acte doit rester positif, c'est-à-dire ne pas faire du mal pendant au moins 7 générations. Voilà. Donc, il faut mesurer chacun de ces actes comme ça. Il faut que chaque acte que tu fais, alors, pendant 7 générations, il puisse continuer à faire du bien. S'il fait du bien que pour ton fils et tout ça, c'est pas suffisant, c'est pas assez vu profondément. Alors évidemment, en négatif, c'est pire. Une pollution, vous mettez en disant, bah, on verra bien, et comme la radioactivité qui dure pendant des milliers de générations, contrairement à la pollution chimique qui dure seulement pendant 2 ou 3 générations, ce qui est déjà catastrophique. La pollution radioactive dure pendant des milliers de générations. Et on estime, voilà. Donc ça, l'écologie se base là-dessus. Voilà. C'est les Indiens aussi. Il y a beaucoup de. Alors, les prophéties des Indiens d'Amérique disaient, dans 500 ans, on aura découvert une nouvelle planète et elle annoncera le retour de la nation rouge et de sa philosophie. Et effectivement, la découverte de Chiron correspond à cette philosophie, puisque cette prophétie a été faite à peu près donc, en 1470, par là, et donc dans un peuple amérindien. Elle a été relevée par et elle a été transmise d'Amérindien en Amérindien parce que justement, ils savaient qu'il y aurait beaucoup de générations qui se passeraient. Et donc ça correspond à cette découverte de Chiron. Voilà pourquoi les Américains s'y sont beaucoup intéressés aussi, parce qu'ils avaient cette prophétie qui leur a dit « Intéressez-vous à cette planète. Elle est si petite pourtant. » La prophétie disait que c'était une petite planète. Donc, voilà. Alors, l'économie, voilà. On va... Pour l'instant, tous les systèmes qui ont été mis en route se sont basés sur 2 systèmes simplement. Un système d'économie qu'on a trouvé représenté dans les pays socialistes, l'économie planifiée, qu'on a trouvé dans les pays dits socialistes, parce que c'est pas vraiment du socialisme, disons le communisme, le stalinisme, le maoïsme, tout ça. Donc, ils sont tous basés sur un système d'économie planifiée, qui était recommandé dans la théorie du marxisme. Cette théorie du marxisme base l'idée que vu que les humains fonctionnent n'importe comment, il faut tout planifier pour organiser, et l'État est le meilleur outil qui peut réguler les choses. Des gens intelligents qui sont une élite qui vont réguler les choses. Il y a donc la volonté, c'est le feu qui est donc là, c'est la volonté qui doit commander le but de l'humanité. Évidemment, comme c'est la volonté qui commande, qu'on ne tient pas compte du reste, du mandala, évidemment, on va naturellement vers le totalitarisme ou la dictature, ce qui est un peu la même chose. Les différences, on les laissera pour les érudits,
mais le principe, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la volonté commande trop. C'est-à-dire que c'est l'idée, et on va retrouver tout naturellement, alors ce n'était pas du tout prévu dans le programme de Marx, on va trouver des pères du peuple, hein, des timoniers, enfin vous voyez de qui je veux parler, voilà, dont la mort fait pleurer tous leurs esclaves adorateurs. Mais bon, c'est vraiment le feu poussé à son extrême. L'autre type d'économie, c'est l'économie libérale, qui elle est basée, je dirais, sur le besoin terre, c'est-à-dire on va laisser le besoin agir de lui-même, le besoin de manger, le besoin de prendre, le besoin de posséder, et on va respecter énormément la propriété privée, et on va respecter le besoin de faire fructifier ce que j'ai déjà. Et là, on a le principe des marchés, c'est-à-dire le marché, je fais fructifier quelque chose, je vais le vendre à mon voisin, qui lui a fait fructifier autre chose, j'échange. Les marchés commencent comme ça, et on sait que dans les 2 derniers siècles, cette économie a pris un essor extraordinaire, parce que justement des techniques scientifiques sont venues pour rentabiliser cette espèce de loi des marchés, pour la rendre extrêmement... pour créer une espèce de multiplication du marché et une augmentation des stocks échangés. Donc évidemment, cette économie crée une grande abondance de biens, la terre, et on s'enfonce dans le matérialisme ici. La terre, l'excès de terre, c'est le matérialisme, c'est l'avidité, c'est un mode de vie soi-disant riche, mais qui peut appauvrir extrêmement la conscience. C'est ce qu'on a, c'est notre modèle, puisque c'est en face de l'air où il y a la conscience. On est là uniquement dans la macroéconomie, c'est-à-dire qu'on est du côté plutonien, du côté des pouvoirs en place. Ce que proposent ces 2 petites planètes par les indices qu'elles donnent de la manière dont elles fonctionnent, c'est d'aller voir du côté de la microéconomie. C'est-à-dire du côté de ce qui se passe, en fait, à l'intérieur des êtres. C'est ça le tour de passe-passe que souvent beaucoup de gens ne comprennent pas dans le Nouvel Âge. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces gens qui critiquent le système et comment il fonctionne et tout ça? Et puis, comme seul résultat, ils sont là dans leur coin en train de faire des stages de développement personnel, mais disant leur coin. Bah non, c'est pas terrible, quoi. Ils pourraient au moins, je sais pas, faire la révolution, faire quelque chose, méditer, voilà. C'est dû à la prise de conscience de l'aspect microéconomique des choses. Alors, j'ai mis micro exprès parce que ça peut être microécologique aussi. Ici, on a la macroécologie, parce qu'il va y avoir des réponses écologiques qui vont venir des États, et qui vont venir aussi du capitalisme. Il y a des fois, il y a Carrefour qui dit qu'il va vendre des produits bio, par exemple. Il y a des réponses qui vont venir de l'État, qui va dire il faut mettre des pots d'échappement catalytiques sur certains types. Voilà. Il peut y avoir des réponses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est complètement oublié en face la microéconomie. Alors, enfin, en bas, on dit on a les besoins et les ressources, en haut, on a la planification. Ça veut dire qu'on nous dit que la planification idéale est faite par l'État, et la meilleure situation des besoins et des ressources, elle est faite par l'économie libérale. D'accord, mais on n'a pas vu qu'en face, on a la même chose, une planification microéconomique et des besoins et ressources bien se distribuer au niveau microéconomique. Qu'est-ce que c'est? Et là, on est sur Pluton, macroéconomie, on est sur Pluton, microéconomie, on est sur Proserpine. L'endroit de Mandala où se trouve toujours Pluton, c'est là, et l'endroit du Mandala où se trouve toujours Proserpine, c'est ici. Donc, qu'est-ce que nous indique Proserpine? Il nous indique de regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et c'est la planète, moi j'avais annoncé un petit peu dans l'intitulé, je le relis quand même, où est-ce que j'ai mis l'intitulé, voilà. Je dis, comment les dernières découvertes astrologiques ont-elles permis de prévoir mieux que les spécialistes et autoriser la crise actuelle et ses suites? Ça fait plusieurs années que je prévois la nature de la crise avec les mots-clés qui se retrouvent maintenant depuis quelques années dans les journaux partout, grâce uniquement, en fait, pas uniquement, j'utilise les autres cycles aussi, évidemment, mais j'introduis le nouveau cycle qui est rendu à un point crucial de son passage en ce moment, qui est le cycle Pluton-Proserpine. Et donc, on introduit cette nouvelle planète et on regarde, et comme c'est la dernière introduite, elle est momentanément, je dis bien momentanément, la plus puissante. Elle introduit une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne va s'installer dans les cycles suivants. Donc, Proserpine introduit la notion de microéconomie. Qu'est-ce que c'est? D'un côté, on a l'apparition d'économie solidaire, c'est-à-dire, ça s'oppose exactement à l'économie libérale où c'est chacun pour soi et tant pis si t'es dans la merde, moi ce qui compte c'est que je me débrouille et que je garde plus d'argent de toi. Et là on va voir que ça crée pas une société, ça crée des bandes d'individus massés dans des HLM et c'est tout. Ça crée pas une société. Et le lien social disparaît dans cette structure-là. Donc on pourrait même dire que, contrairement à ce qui est dit dans beaucoup d'informations, que l'économie libérale, son aboutissement, même l'économie planifiée, son aboutissement idéologie naturelle, c'est le communisme et le totalitarisme, l'économie planifiée, son aboutissement naturel, c'est non pas la démocratie, mais le fascisme. C'est-à-dire l'espèce d'idéologie de l'individu absolument capable d'écraser par son pouvoir l'autre. C'est ça.
Donc la démocratie est un garde-fou pour que ça aille pas trop loin, et non pas une seconde nature de l'économie libérale. Bien que l'expérience, pour l'instant, nous laisse croire ça, mais pour l'instant seulement. C'est très dangereux d'associer la démocratie à l'économie libérale. Pourquoi? Parce qu'on confond la liberté du renard libre dans le poulailler libre avec la vraie liberté de l'être, qui est une dimension intérieure, qui est une dimension d'ouverture et une dimension de connaissance. On confond le renard libre dans le poulailler libre avec le vrai mot liberté, tel que les créateurs de l'idéologie des Lumières qui ont marqué liberté, égalité, fraternité, c'était cette liberté-là qui parlait. Liberté de l'individu, de s'exprimer, de créer, de devenir un homme complet. Et non pas la liberté d'exploiter son voisin. Voilà, donc ce manque de lien social a été senti par beaucoup de gens qui ont créé l'économie solidaire. Alors ces deux économies, l'économie du don et l'économie solidaire, sont extrêmement pauvres actuellement. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que celle-là soit en train de donner ses pires résultats pour qu'on se rende compte qu'il faut retourner d'urgence de ce côté-là. Sinon, on ne va pas comprendre. Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. On a un prophète qui s'appelait Coluche en France, avec les Restos du Cœur, qui avait commencé à mettre le paquet du côté là. C'est une manière de faire, il y en a d'autres, hein, heureusement, l'abbé Pierre, etc., la Teresa, les Sœurs Manuel. Mais quand c'est inscrit dans une structure chrétienne, c'est pas que je suis contre l'officialisme, mais ça perd de sa fonction universelle, parce que bien que ce soit catholique, ça veut dire universel dans les racines, en réalité, il faut que ça devienne encore plus universel que ça, c'est-à-dire que ça soit terrestre pour toute la planète et pas simplement catholique. Donc l'économie solidaire, c'est une économie de réseau. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'à chaque fois on aboutit, on va peut-être mettre un petit symbole pour bien le faire comprendre, on aboutit à des systèmes pyramidaux. Ici. Des systèmes pyramidaux. On va peut-être le dessiner comme ça pour bien faire comprendre c'est une pyramide. Voilà. Pyramide de Khéops. Voilà. On aboutit à des systèmes pyramidaux. Automatiquement. Hein. Le billet $1, je vous avais dit la dernière fois, l'Economy Trust, c'est une pyramide avec un œil, tu vois, voilà. Alors, du côté des cronies, là, ça y est, il ne veut plus. Ah bah, parce qu'on va peut-être le mettre en vert. C'est pour ça. On va le mettre en vert. Du côté microéconomique, on va avoir des notions de réseau. Ça. Voilà. Je dessine ça comme je peux, mais enfin voilà. Des notions de réseau. Avec des liens qui se font comme ça sans cesse, en allant des fois, voilà, vers d'autres directions. Voilà, le système du réseau. Donc, or ces réseaux, on a des exemples. Par exemple, l'économie du don, c'est une économie qu'on trouve dans des peuples comme les Indiens d'Amérique du Grand Ouest, enfin de l'Ouest, l'extrême Ouest américain. Je ne sais plus comment s'appelait cette tribu qui pratiquait le potlatch. Les ethnologues ont étudié ça. C'est une technique où on faisait des fêtes, et au lieu d'essayer de gagner à la loterie comme nous nos fêtes chez nous, on essayait de perdre. Non pas de perdre justement, ça c'est typiquement occidental, de donner un maximum. On arrivait avec des chevaux, des présents, etc. Et en fait, le gagnant de la fête, c'était celui qui avait le plus donné aux autres. Donc, les gens sortaient ruinés. Les grands hommes, ceux qui étaient les meilleurs, ceux qui étaient vraiment les chefs de clan, ils sortaient ruinés de ces fêtes. Ils avaient tout donné. Mais comme ça méritait une vengeance, il y avait une fête suivante dans laquelle ils recevaient encore plus. Il fallait qu'ils se remontent. Évidemment, ça crée une dynamique également productive, parce qu'il fallait bien produire aussi, et voilà, pour pouvoir donner encore plus. Mais le genre de mentalité était tellement différent que ça créait beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup au lieu de prendre et de faire que les perdants, parce que si vous regardez nos grandes fêtes, vous regardez nos Jeux Olympiques, nos grandes fêtes, à chaque fois il y a un gagnant, et puis voilà. Alors on a mis des tas de fans autour qui applaudissent et qui se réjouissent, mais en fait ça fait que des perdants, quoi. Il y a un gagnant et que des perdants, c'est la définition de la compétition. Alors ces gens-là, au contraire, il y avait une espèce de partage tout le temps, qui ça circulait, et qu'il fallait tout le temps recommencer ses dons. L'économie du don, c'était le plus généreux gagne, le meilleur, celui qui avait le plus grand cœur, c'était celui qui était... On va retrouver ça dans les clans ou les familles. Hein, les Corses, c'est un mauvais nom, mais c'est pourquoi pas. C'est-à-dire que tous ces clans ou familles peuvent être vus comme étant un endroit où l'économie du don fonctionne. C'est-à-dire, t'es mon fils, t'es mon petit cousin par l'alliance avec mon grand-mère, mais ça fait rien. Oh, je te dois quelque chose, puisque tu es quand même de ma famille, je ne vais pas te laisser dans cette situation. On a un lien du cœur qui est du fois très artificiel. Les cousins à la mode de Bretagne, c'était connu. Hein. Ils ont envahi tout l'ouest de Paris comme ça. Ils étaient toujours cousins de quelqu'un en Bretagne. Donc, c'est tes cousins. Ah ouais, tes cousins. Ah bah, t'es de ma famille. Bon, alors viens chez moi, je vais t'aider le temps que tu t'installes à Paris. Les Bretons ont colonisé Paris comme ça. Les cousins, c'est des économies archaïques, des économies du don.
C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que je ne vais pas chercher à prendre quelque chose à la personne, je ne vais pas chercher à récupérer. Il fait partie de ma famille, donc je lui dois forcément quelque chose. C'est une vieille tradition. L'économie solidaire, elle est basée plus sur l'idée de réseau et sur un calcul de l'effet de mon geste économique dans le réseau économique lui-même. C'est-à-dire que je calcule de manière à ce que l'argent donné retourne à des structures qui soient positives pour l'évolution. Vous achetez le café, machin, là, vous savez que ça va dans des peuples et que ça les empêche de planter de la cocaïne, de la coca, de la cocaïne. À la place de ça, ils plantent du café ou de la quinoa ou je sais pas quoi, et bio et tout le bazar. Et du coup, ils ont une économie qui devient réellement villageoise, fonctionnelle, et l'irruption du progrès, au lieu de les détruire, les fait s'adapter de manière complètement, en gardant leur mode de vie traditionnel, leurs croyances, et en ayant en même temps un contact avec le monde moderne qui ne soit pas destructif. Parce que pour l'instant, l'économie libérale détruit tout ce qu'elle rencontre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les émissions, ça détruit tout ce que ça rencontre. Donc là, l'économie, ça consiste à aller chercher du côté du féminin ici, proserpinien, pour essayer de réintroduire de l'économie solidaire, l'économie du don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, si vous comprenez que la véritable écologie, c'est de trier dans tous les gestes, dans toutes les consommations, dans tous les actes économiques que vous faites, de trier ceux qui sont solidaires, ou bons, on va dire, hein, de nature bonne, par rapport à ceux qui ne le sont pas. Si c'est ça vraiment l'écologie, plutôt que au secours, il y a des pollutions, il y a des microbes. c'est pas un hygiénisme forcément, c'est un tri intelligent entre ce qui fait du mal et ce qui fait du bien. C'est-à-dire que, et non pas à courte vue que pour moi, mais dans le réseau solidaire. C'est-à-dire que si je prends quelque chose que ça me fait du bien et que ça fait du mal aux autres, j'y renonce. Donc évidemment, c'est pas facile à pratiquer. Ça veut dire que pour pratiquer ça, il va forcément falloir, et c'est là qu'on voit que Chiron est bien l'introducteur de Proserpine, il va falloir être soi-même guéri de l'égocentrisme. Et donc avoir commencé les thérapies et le travail sur soi-même. Donc là, on a la première définition. La deuxième définition, c'est le tri, qu'est-ce qu'il va engendrer. Si je trie, alors ça, c'est l'expérience, ça se met dans la terre, c'est ici. Si je choisis, au lieu d'être en train de m'empiffrer avec le mode du marché, j'ai du fric, donc je m'en sers, donc je consomme, je rentre dans une sobriété. Pierre Rabhi est tout à fait typique dans ses écrits, il recommande la sobriété volontaire. Hein. Il nous parle de sobriété volontaire. Si j'applique cette sobriété volontaire, ça veut dire manger bio, manger diététique, c'est-à-dire concentrer l'énergie pour manger moins en quantité. Hein, si j'ai l'énergie qu'il me faut, je mange moins, et voilà. Et donc, faire une espèce de tri de ce qui est inutile dans l'environnement, tout ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber sur Vulcain. Vulcain, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie, c'est une intelligence extrêmement fine qui apparaît et qui vient grâce à ce terrain-là. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas apparaître avant. Et ça, on pourrait, les yogis vous confirmeront. Moi, ma première expérience spirituelle que j'ai eue, c'était après un jeûne. J'ai fait un jeûne involontaire d'ailleurs, parce que j'ai très bon appétit. Jupiter au milieu du ciel, et conjoint à la Lune, donc j'ai très bon appétit. Et j'ai été obligé, pour aider une personne qui voulait se suicider, donc je suis monté dans la montagne avec elle, elle a couru dans la montagne pour aller se suicider. J'ai pris vite une petite tente et une bouteille, une gourde, et je l'ai suivie. Mais je n'avais pas le temps, il n'y avait rien en frigidaire, il aurait fallu faire des courses, je n'avais pas le temps, sinon je la perdais. Donc j'ai fait la course pour la rattraper, mais je n'ai pas fait des courses. Et donc, on est resté 4-5 jours sans manger dans la montagne. La personne ne s'est pas suicidée, elle est même devenue quelqu'un d'assez, comment dire, rayonnant dans sa vie. C'était ma cousine. Et donc, mais qui s'occupe d'ailleurs de gens qui ont des problèmes psychologiques aussi, d'une autre manière. Et ce que je veux dire, c'est que ce jeûne, je me suis dit, bon bah, je croyais que si on ne mangeait pas, on mourrait. J'avais juste lu un bouquin avant qui disait non, il suffit de boire. Si on ne mange pas, on ne meurt pas. Si on ne boit pas, on meurt. Mais si on ne mange pas, il paraît qu'on peut durer un mois. Je dirais un mois, c'est quand même fort. Alors je dis, j'espère qu'il ne va pas rester coincé là sur sa montagne un mois, parce que j'étais après d'elle, puis je dois la surveiller, je parlais avec elle. J'ai pourvu qu'il ne va rester un mois, parce que ouais, je ne vais pas tenir. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'elle avait l'intention de rester longtemps. Et au bout de 2 jours, j'ai senti vraiment la souffrance. Je me disais, il faut que je descende faire les courses, mais je ne pouvais pas descendre faire les courses. Sinon, j'avais peur, elle n'était pas encore guérie, quoi, dans sa tête, je sentais bien que c'était. Alors je suis resté avec elle.
Et au bout du deuxième jour, c'était impeccable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, l'énergie s'est libérée, et j'ai commencé à voir la perception du monde complètement différemment. C'est ce qui arrive à la plupart des peuples archaïques, qui ont souvent pas beaucoup de quoi manger, et qui ont par contre des initiations perpétuelles en courant dans la forêt. Pourquoi? Parce que le champ perceptif est plus ouvert quand l'énergie n'est pas occupée à digérer. Donc c'est tout bête. Et ça, c'est une des lois de Cérès. Alors, évidemment, ça dépend de la qualité de ce que j'ai à digérer. Plus quelque chose est lourd à digérer, ou qui n'est pas prévu par la nature, c'est-à-dire que ça contient des produits chimiques, par exemple, c'est pas prévu par la nature, donc c'est difficile à digérer. Même si on a l'impression que ça passe bien, c'est difficile à digérer structurellement. C'est-à-dire que ça bouche, ce que les yogis appellent nadi, c'est-à-dire des petits fils d'énergie, ça les bouche. Alors, ça peut paraître une théorie fumeuse, le problème c'est que quand on les débouche, on voit très bien qu'ils existent ces nadis, parce qu'on se dit, oh là là, comment j'ai... Vous connaissez tous le passage, le moment où vous fumez, le moment où vous arrêtez de fumer, pour ceux qui ont fait l'expérience, on voit bien, et c'est très connu que ça bouge des nadis aussi, tous les gens qui ont vraiment arrêté de fumer le disent après, c'est incroyable, qu'est-ce que ça dégage la tête, quoi. Donc on a bien quelque chose qui encrasse, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau du comportement aussi, au niveau de... Il y a plein de choses qu'on peut comme ça trier à la lumière d'une connaissance fine. Et évidemment, ça demande d'obtenir cette connaissance fine en amont. Pas toujours... Ouais, c'était un peu par hasard, comme ça. Et on débouche sur Lucain, c'est donc Huxley parlait d'ouverture des portes de la perception, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout du genre d'une hallucination. On n'a pas une hallucination parce que j'ai faim, je vois des poulets rôtis, je flotte dans les nuages. C'est pas du tout ça, c'est une expérience que j'ai eue à ce moment-là. C'était au contraire une expérience de bien-être, j'avais plus faim du tout, et une expérience de connexion avec le monde vivant. C'est-à-dire, les animaux, je les sentais, je savais dire, tiens, il y a un animal dans ce fourré, j'y allais, il était. C'est pas pour ça peut être un rapport au niveau archaïque, ça peut être un rapport. Peut-être que ces perceptions augmentent au niveau, je dirais, pour notre survie. C'est-à-dire qu'elles ont été créées dans le corps humain, ces perceptions, pour nous permettre justement de trouver les animaux, peut-être pour les chasser, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le taux de perception devient extrêmement puissant. Il est quadruplé. Et puis même, il y a une autre perception qui apparaît, puisqu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas d'habitude qui apparaissent aussi. Et qui sont réelles, qui sont tangibles, c'est-à-dire qui appartiennent au monde vivant. Voilà. Jackie, il est écart. Il est écart. Et c'est là qu'on doit arrêter. Dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, d'accord. Bon, ça va être chaud. Donc, Vulcain, on pourrait dire, c'est une hyper-intelligence qui se sert d'autres sens. Hein. Ça contient, c'est l'intelligence qui gérerait aussi le septième sens. Et il apparaît de mal à ce moment-là. Voilà sur ces deux. D'où l'importance de ces deux astéroïdes. Après, ils ont une famille derrière eux, si on veut. On n'est pas obligé d'utiliser. Mais moi, j'estime que en astrologie, si on n'utilise pas ces récits à l'heure actuelle encore, c'est vraiment dommage, sachant qu'on est dans une autre dimension. Voilà. Alors, je voulais un petit peu montrer ce qu'on avait fait la dernière fois pour le relier la dernière fois. C'est-à-dire que de même qu'on a ce même schéma ici, on peut l'appliquer à ce qu'on avait parlé la dernière fois, espionnoté avec les 7 poils de la charte et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, si on veut créer des sociétés qui correspondent à cet élan régulateur que sont la microéconomie, si on veut réintroduire la microéconomie, et donc renoncer à toute puissance de cette économie planifiée d'un côté. C'est le grand piège actuellement. On veut nous dire que la solution à tout sera un gouvernement mondial. Oui, mais qui va être à la tête de ce gouvernement mondial? C'est ça la question. Je veux dire, moi je veux bien un gouvernement mondial, mais si c'est un gouvernement, comme on voit dans certains trucs délire New Age, là, un gouvernement de sages et tout ça, qui organise le monde bien comme il faut, tout ça. C'est merveilleux, mais le problème, ceux qui veulent un gouvernement mondial, c'est ceux qui tiennent souvent les rênes de cette économie libérale qui est uniquement dans un déséquilibre total par rapport au mandala. Donc, il est certain qu'il faut une économie mondiale, qu'il faut une politique mondiale, qu'il faut une solidarité mondiale, qu'il faut également, on pourrait dire, une religion, j'aime pas trop le mot, disons une spiritualité mondiale. Voilà. Et pour l'instant, on ne parle que d'économie mondiale. C'est-à-dire que ce pôle Terre. Donc c'est hyper dangereux. Ça veut dire que, il va falloir, pour que ça ait lieu, il va falloir faire taire tous les autres. Et c'est ça la politique qui soit en route, c'est faire taire les écologistes, tout ça. Ou faire croire aux gens que c'est uniquement mettre de la pelouse autour des centrales nucléaires, avec des jeux de fleurs. Vous voyez, c'est écologie chez nous. Voilà. Donc il y a vraiment un choix de société qui est en train d'avoir lieu et qui se joue autour de... Par exemple, vous faites une centrale solaire. On vous dit c'est écolo. Non, c'est pas écologique une centrale solaire du tout. Parce que ça concentre les moyens pour faire des gros moyens de production. Un chauffe-eau solaire, c'est écologique parce que c'est de la microéconomie. Donc si vous faites une grosse usine qui fabrique des chauffe-eau solaires, je veux bien.
Mais le but à ce moment-là, c'est de faire un truc en gros, mais pour servir la microéconomie. Quand ça sert la macroéconomie, ça change quoi? Il faut une centrale solaire pour dépenser la même quantité d'énergie à servir toutes sortes de machines qui servent à rien. Les pousseurs de feuilles, vous avez vu ça? Pour nettoyer, on pousse les feuilles. Là. Maintenant, on va les marcher. On va dire il n'y a plus de pétrole, on va les brancher sur les prises électriques avec des centrales solaires. On n'en finit pas, c'est n'importe quoi. Le but, c'est pas de supprimer toutes les machines, bien sûr, mais c'est de réintroduire l'équilibre. Alors, il y en a qui basculent complètement du côté là également. Il y a des, dans l'élan 68 art, les années 70 des communautés, il y a eu cet élan de la microéconomie qui est devenu presque un délire excessif parce qu'il y avait un refus complet du progrès, de l'ordre, de la norme, de chef, d'une cohérence, d'aller vers quelque chose. Quoi. Il ne fallait pas de chef, il ne fallait pas d'argent. On refusait les deux côtés de l'art. C'était l'intuition féminine de ce vers où on devait aller. Mais cette intuition féminine étant encore archaïque, elle refusait tellement le pôle masculin que du coup ça se cassait la gueule. Parce que là, sur ce pôle-là, vous avez la possibilité de vivre à plusieurs en grande quantité, quoi, en grande société. Donc il ne s'agit pas de renoncer à ce côté-là, mais il s'agit de faire quand même un gros mouvement radical vers ce côté-là, très radical, y compris en se servant de l'économie et du politique, j'ai envie de dire, pour se retrouver avec quelque chose qui ne nous détruit pas tout en nous nourrissant. Voilà. Alors, le principe de communauté dont j'ai parlé la dernière fois repose finalement sur ce principe-là. On va retrouver le même équilibre avec, d'un côté, sur le plan alors, je vais reprendre ma feuille parce que sinon, je ne me rappelle jamais de... Pourtant, ça fait un bout de temps que je les pratique. Alors, dans la charte, vous avez le point, la loi, donc, alors, c'est la loi de responsabilité, je l'ai appelée, qui est saturnienne, finalement, qui est la loi qui montre comment on peut devenir co-créateur au quotidien. Et la loi, je dirais, celle-là, elle n'est pas marquée dedans, mais je dirais que c'est une loi de synthèse, un petit peu cérétienne, donc qui analyse les choses, et qui peut introduire l'astrologie, par exemple, comme outil, des outils comme ça, des outils d'analyse qui soient concrets, et en même temps, holistiques, comme ça, qui soient complets, parce que c'est pas tout qui soit concret, il y en a plein d'outils concrets dans toutes les boîtes. Là. Les entreprises ont des outils concrets d'analyse. Mais ils ne sont pas complets, ils ne sont pas holistiques. Donc ça, ces outils-là, ces mandalas sont holistiques, c'est-à-dire ils sont reliés à tout l'humain, et pas qu'à un but précis pour obtenir tel résultat. Donc, les points 4 et 8 de la charte sont par exemple liés à l'écologie. Ils vont créer, par exemple, c'est des exemples, en dessous de l'agrobiologie végane, ça veut dire, on voit que par exemple, le végétarisme permet de nourrir 7 fois plus de personnes, avec la même quantité de terre. Ça, à l'heure actuelle, c'est un fait. C'est un fait prouvé scientifiquement. On ne peut pas sortir de là. Et vu qu'il y a des tas de gens qui crèvent de faim dans le monde uniquement parce qu'il faut nourrir nos bestiaux pour pouvoir qu'on mange le McDo préféré, il est évident que c'est complètement idiot quand j'en vois certains, des jeunes écolos, ouais, ils sont là au McDo, avec leur McDo, puis ils sont là à dire, ouais, rien marre, on est en train de bousiller la forêt amazonienne, mais ils sont, à chaque bouchée, ils sont en train de la bouffer, la forêt amazonienne. Il y a un lien de cause à effet direct entre ce qu'ils mangent, la quantité de viande qu'ils mangent, en faisant ça, et justement, pour l'agrobiologie végane, c'est une méthode voilà. Et puis les médecines énergétiques, par exemple, sont des médecines qui sont moins polluantes également, que ce soit pour le corps, que pour la fabrique des médicaments, qui même rejettent des choses dans la langue. Les pollutions sont supprimées aussi bien dans la fabrication que dans la gestion. Voilà. Donc, alors dans le bouddhisme, vous allez retrouver ces lois-là. Hein. Dans le bouddhisme, on va vous dire, il y a 5 métiers qui doivent être absolument évités. C'est le métier où on trafique les êtres vivants. Il y a 5 trafics qu'on dit qu'il ne faut absolument pas faire. C'est intéressant, le trafic des êtres vivants. Donc les êtres vivants, y compris les humains, mais y compris les animaux forcément aussi. Donc trafiquer les êtres vivants. Les vendre, ce sont des êtres vivants, on doit les respecter. Il n'y a pas les trafiquer. C'est-à-dire trafiquer les... Trafiquer, vendre, acheter. Non, et quand on donne des médicaments à des êtres vivants, on les trafique aussi. Non, trafiquer, ça veut dire faire du commerce avec, vendre. Même fleuriste même fleuriste ou comme ça. Non, c'est-à-dire que le but, c'est-à-dire le trafic, c'est l'exploitation. Ce qu'ils appellent trafic, ils n'ont pas dit commerce, donc trafic. C'est le mot le plus proche qui veut dire que non seulement on les échange, mais en plus
on les compresse, on les exploite pour vraiment qu'ils servent uniquement comme marchandises. C'est-à-dire ils perdent leur fonction d'être vivants. Regardez le marché des esclaves, c'était ça quoi, pour les humains. Après, les animaux, cette compression, ces transports d'animaux pour qu'ils vont à l'abattoir, c'est du trafic. Voilà. C'est différent que vous achetez un chien à quelqu'un parce que ça va être votre animal de compagnie. Là, il y a un échange. Ah, tu donnes ton chien, là, mais le chien reste quelqu'un, il peut être vu dans ce commerce-là, il peut être vu comme un frère. Vous allez adopter un enfant au Vietnam, parce que là, entre guillemets, ça peut être un trafic, mais c'est un trafic qui est bon, puisqu'il va sortir quelqu'un de l'orphelinat pour en faire quelqu'un qui va peut-être avoir une famille. Donc, c'est pas le mot trafic qui est utilisé, c'est une traduction d'un mot bouddhiste qui est intraduisible, qui veut dire commerce éhonté, c'est-à-dire où on exploite vraiment, on tire profit de la substance vivante, et du coup on la dénature en tant qu'être vivant. On oublie cet être vivant avec une âme, avec quelque chose de... Bon, évidemment, plus on s'éloigne des êtres supérieurs, moins on est dans le trafic, proportionnellement. La fleur étant un être vivant, mais l'âme de la fleur, elle va être plus difficile à définir que si on coupe une fleur, on l'entend moins crier, bien sûr, que si on tape sur les vaches. Bon, tout est relatif, ça ne veut pas dire que la fleur ne souffre pas, je ne dis pas ça, mais on a une échelle quand même de souffrance qui est le cri de la carotte qu'on arrache, il est très relatif par rapport... Moi je dis aux gens, si vous voulez manger de la viande, commencez à tuer un lapin par vos propres mains, vous allez rigoler, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au milieu parce qu'ils disent non stop, je ne peux plus, parce que la bête elle exprime dès le départ, et si vous allez la tuer, c'est ça qui est très amusant. Quand vous choisissez un lapin pour le tuer, de toute façon vous voyez passer dans son œil une vision, c'est complètement dingue. Moi j'ai vu ça très petit, j'étais devant en Bretagne, mon grand-père m'a appris à faire ça, quoi. Et là je me suis dit déjà, bah, je peux jamais faire. Mais il faut être cohérent, si on est cohérent, si on ne sait pas les tuer avec nos propres mains, il ne faut pas les manger, hein, sinon c'est pas la peine. Il faut pouvoir. Alors, le trafic. Oui, après il y a des échelles aussi. Le bœuf, le lapin, le cheval, le chien, voilà. La poule, un peu plus bas dans l'échelle. Le poisson, c'est encore plus bas dans l'échelle. Le mollusque, on ne peut pas trop crier celui-là. Et c'est nerveux, et scientifiquement on a des preuves que c'est nerveux, etc. Donc après il y a une réflexion à avoir, c'est vrai, c'est toutes ces réflexions, c'est-à-dire quel est le niveau d'évolution et l'humain qui est au sommet. Il y a des gens qui trouvent bien de manger des humains parce que il y a un pouvoir en l'humain, il y a le pouvoir de son corps et en plus il y a son intelligence. Si je mange le cerveau du chef, je vais devenir aussi intelligent que le chef, etc. Tout ça, il faut réfléchir à tout ça et voir quel type de société on veut derrière. Si vous voulez une société cannibale, ça engendre un certain type de rapport humain qui n'est pas du tout le même qu'une société végétarienne. Il faut regarder le monde de l'Inde, 8 fois moins de guerre en 20 siècles, 8 fois moins de guerre en 20 siècles que le monde occidental, simplement lié justement à cette consommation différente de la nourriture. Ça c'est important. En face, donc, on a la médiologie, ce que j'appelle médiologie. C'est quoi les autres trafics? Tu avais parlé de ça. Ah oui, mais ça, pardon, j'ai pas fini. Il y a le trafic donc, de des êtres vivants. Il y a ce qui consiste à trafic de choses qui tuent, ou qui abîment la vie, qui estropient, qui tuent. On peut faire entrer beaucoup de choses là aussi, hein, c'est-à-dire la pollution par exemple peut faire partie de ce trafic-là. Si vous utilisez vous vendez ou vous utilisez des produits qui abîment la vie, qui abîment le corps, le troisième trafic, c'est le trafic de substances qui empêchent la conscience d'être claire. Ça peut être, alors évidemment, ils avaient pensé aux drogues et tout ça, mais on peut penser également aux médecins psychiatres, etc. Parce que, alors toujours après, dans le bouddhisme, il y a est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça ne fait pas du bien? Mais là, on a quelque chose de dangereux en soi, ce qui est oublié par le psychiatre très souvent. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire autrement, quelqu'un est en pleine crise, on peut faire une piqûre rapide pour éviter qu'il se fasse mal, ça c'est logique. Mais jusqu'à quel point... Tu n'aurais pas un autre exemple? Ben, c'est un très bon exemple, parce qu'il va donner des drogues licites, alors que le dealer va donner des drogues illicites. Le dealer ne se préoccupe pas du sort du malheureux à qui il a vendu sa dose, même s'il crève dans le caniveau, il s'en fout. Le médecin psychiatre a un but noble, qui est d'aider l'être à moins souffrir. Le problème, c'est qu'il oublie qu'il est en train de trafiquer une substance qui ferme la conscience de l'être. Or, tout vient tout le temps, toute guérison vient tout le temps de la conscience. Ça, c'est une règle, une loi. Donc si vous enlevez la faculté, la possibilité à l'être de retourner vers sa conscience, vous l'avez soulagé, mais vous l'avez coupé le lien à la guérison, au chemin de la guérison en même temps. Donc si un psychiatre est conscient de ça, à ce moment on ne peut pas dire qu'il est dans le trafic. C'est comme le même mot tout à l'heure, la même question que tout à l'heure, comme le trafic de fleurs, la question politique, c'est la même chose. Si le psychiatre est très conscient de ça, qu'il essaye au maximum d'éviter l'utilisation de ça,
quitte à ce que ce soit le bordel dans ton HP et que les gens aillent à droite à gauche, alors là, il n'est pas là-dedans. Mais peut-être conscient de ça, sinon il ne fait pas ça. Sinon il ne fait pas Si, il y en a qui ont été formés comme ça et qui après ont pris conscience. Ils sont très rares. Change de graine. Pas forcément. Il y en a qui décident de changer les choses de l'intérieur. Ah ouais. Ils sont très intéressants. Ben, il y a l'antipsychiatrie qui était de Ronald Lang et comment il s'appelait l'autre, je me rappelle que de Lang, qui ont introduit un mouvement qui a eu des résultats extraordinaires dans les années après 68. Les arrêts psychiatriques italiens ont presque tous été fermés comme ça grâce à ces techniques-là. Bon, après ça a été poussé trop loin. Donc, pratique, Non, c'était un petit, je sais plus. Ouais, Lang et je sais plus. Voilà. Donc, alors les trafics, il en reste encore 2. Il en reste encore 3. Non, 2. Je ne me rappelle plus. C'est dans les trucs tibétains, que je regarde, je ne sais pas si j'ai le bouquin sur moi. Il y a le trafic d'illusion, c'est le dernier, mais il y en a un autre trafic juste avant. La mort, les armes, j'ai dit les armes. Oui, c'est les Les armes, objets qui tuent. ensuite, le trafic d'armes. Non, j'ai pas dit les armes, ça. Trafic d'armes, trafic d'êtres vivants, trafic de produits qui tuent, trafic de produits qui ferment la conscience, et enfin trafic d'illusion. Alors, le trafic d'illusion, les objets qui tuent, qui mutilent, qui abîment la vie, ça peut être Non, ça peut être n'importe quel produit. Tu vends un médicament qui n'est pas bon, qui va rendre quelqu'un malade, parce que tu n'as pas fait attention s'il est adapté à la personne, tu es dans un trafic comme ça. Les gens qui vendaient, vous savez, les médecins dans le Far West, qui vendaient les trucs, il y avait c'est à partir de là qu'on a inventé la Coca-Cola. Ils mettaient un peu de la cocaïne dans des trucs, et puis ils disaient, ça guérit tout, ça guérit les... Vous avez quoi, monsieur le maire? Moi j'ai des arcs, achetez, ça guérit les arcs, tout ça. C'était des charlatans qui vendaient comme ça marchait très bien. Mais là, ça avait des résultats, une fois que les faits retombaient, évidemment, la personne avait 2 fois plus mal, et il y en avait même qui en mouraient. Puisque un truc comme la cocaïne peut créer une impression de santé, mais après, évidemment, ça crée... C'est pas les substances, ça? C'est pas les substances? Voilà, c'est les substances qui abîment la santé. Et les objets qui tuent, qui mutilent, qui abîment la vie, c'est quoi? D'accord. Premier, être vivant. Deuxième. Troisième, produit ou substance qui abîme la vie. Alors, attends. Quatrième, produit ou substance qui oblitère la conscience. D'accord, c'est deux choses différentes. Voilà. Ah oui, la pollution.